Le grand dialogue. Sigika Foba. Edewani wa Makaran. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Le forum de la presse de ce vendredi réfléchit sur l'enrôlement des enfants soldats par les groupes armés dénoncés par la MINUSMA et l'évolution du processus de révision constitutionnelle. Nous abordons également le procès de l'ancien commissaire islamiste du Moudjahou, Alioune Mahaman Touré, renvoyé au 10 août prochain. Et le lynchage ce jeudi à Bamako d'un policier par la population. Nos invités sont Boubacar Yalkouye du journal Le Pays, Mamadou Fofana du journal L'Indépendant, Youba Konaté du journal Zénith Balé. Bonsoir à tous, je m'appelle Aliou Sidibé. La mise en onde est assurée par Seydou Mbo et la régie vidéo par Mamadou Ouattara. Le grand dialogue. Le premier sujet porte sur la révision constitutionnelle. Je ne vais pas retirer le projet de révision constitutionnelle, avait prédit Ibeka. Le président de la République a réitéré cette semaine son engagement à faire la réforme de la Constitution. Ibeka prévient qu'il veillera à ce que les Maliens exercent leur droit de vote. On va l'écouter. Nous cherchons toujours à ce qu'une décision prise au nom de la nation soit partagée par cette nation-là, réunisse et ne divise pas. Il est évident que cet effort-là, nous le conduisons et nous ne le laisserons pas jusqu'à ce que nous fassions vraiment le constat. Peut-être qu'il y a impossibilité ou il y a refus d'avancer ensemble, mais nous ne baisserons pas les bras. Après la décision de la Cour constitutionnelle, je pense qu'il était absolument logique d'attendre que l'ensemble national accepte cette décision-là et s'y plie conformément à ce qui est dans un état de droit souhaitable et attendu. Certains de nos concitoyens veuillent remettre en cause cette décision-là, ou en tout cas la refusent, et contre lesquels également il y a des contre-arguments. Il reste simplement que dans un état de droit, le droit doit être l'unique référence. Alors, Mamadou Fofana, de prime abord, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette sortie d'Ibeka? Bon, moi je crois que à prime abord, on serait tenté de dire que le président est droit dans ses bottes, vous m'excuserez de l'expression, qu'il va coûte que coûte tenir ce référendum. Mais quand j'écoute le début de son intervention, je pense qu'il ne ferme pas définitivement la porte au non. Donc moi-même, je viens d'une rencontre tout à l'heure qui s'est terminé tout au palais de Koulouba, où le président de la République recevait les chambres consulaires. Bon, donc je pense que de toute façon, je pense que le chef de l'État est aujourd'hui contraint d'écouter toutes les parties, c'est-à-dire d'écouter surtout la plateforme qu'on a vu, on a assisté à une grande mobilisation. Je pense que personne ne peut être insensible à cette mobilisation. Donc je crois que c'est peut-être, je ne dis pas que le président joue une stratégie qui est peut-être hors de saison. Parce qu'en réalité, je pense que moi personnellement, je crois qu'au fil du temps, il faut qu'il entende la voix du peuple. Moi je crois que même si ce peuple, peut-être la plateforme, je ne sais pas, est minoritaire sur les 17 millions, je ne sais pas, mais ce n'est pas l'avis des 17 millions qui compte ici, c'est l'avis de ceux qui contestent aussi, parce que je crois que dans tout pays civilisé, démocratique, il faut tenir compte de l'avis de tout le monde. Donc moi je crois que la porte n'est pas définitivement fermée au non. Merci. Ok, Youba Konaté, alors qu'est-ce que vous avez retenu de cette sortie, quand même, cette intervention du président de la République? Ok, merci M. Sidibé de me permettre de donner mon opinion sur cette première question. Moi je pense que, c'est-à-dire contrairement aux grands frères qui pensent que le président est resté droit dans ses bottes, moi, je fais plutôt une lecture en me disant que cette sortie du président, d'abord, quand vous... Je n'ai pas dit qu'il est resté droit. J'ai dit qu'il donne l'impression de quelqu'un qui est resté droit dans ses bottes. Je m'excuse alors de l'avoir mal. Alors que tel n'est pas le cas, peut-être. Ok. Donc, pour moi, la lecture que j'en fais, c'est que dans la forme déjà, cette sortie à mi-parcours, quand vous prenez toute l'historique du processus depuis son déclenchement jusqu'à nos jours, vous comprenez que cette sortie n'avait pas, comment dirais-je, un objet en tant que tel.
Ça, c'est dans la forme. Mais dans le fond, déjà, aussi, quand le président de la République parle du droit après l'avis de la Cour constitutionnelle que tout le monde doit respecter, c'est peut-être à ce niveau-là qu'on doit se poser des questions, se demander, mais après l'avis de la Cour constitutionnelle, cette frange assez importante aujourd'hui de notre société constituée par la plateforme Anté-Abana aujourd'hui, et continue à rester dans sa dynamique et elle continue à mobiliser, on doit se poser des questions. Alors pourquoi est-ce un défi à l'endroit de la Cour constitutionnelle? Si on répond à cette question, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si nous sommes dans une république, véritablement une république, en principe, après l'avis de la Cour constitutionnelle, le débat est clos. Mais malheureusement, tout le monde le constate, le débat ici est loin d'être clos et je ne pense pas qu'on puisse faire le saut face aux bruits qui sont de l'autre côté et par rapport et qui s'opposent à la tenue de cette réforme majeure de la vie de notre nation. Alors, Yalkouye Boubacar, que pensez-vous de cette sortie? Oui, moi, d'emblée, je considère ça comme une sortie ratée. Une sortie ratée en ce sens que cette question de projet de révision constitutionnelle, Ibeka ne fait que se dédire. Il dit, vous m'excusez le terme aujourd'hui, il dit c'est noir, demain il dit c'est blanc. Ainsi de suite, même quand vous regardez un peu sa dernière sortie, au départ il a mis de l'eau dans son vin. Il avait l'esprit de réconciliateur. Et par fini, il dit que c'est ouvert. Le dialogue il est ouvert, il y aura des consultations un peu partout. Mais à la fin, il montre clairement que cette affaire de révision constitutionnelle, elle est tranchée. Que les gens veulent ou pas, il y aura la révision constitutionnelle telle qu'indiquée. Et donc cela sous-entend que du moment où lui, il clôt le débat, donc je ne vois pas de raison, je ne vois pas de raison rationnelle en tant que telle de vouloir rencontrer la plateforme, puisque la plateforme, elle est très claire par rapport à sa position. Elle ne demande autre que le retrait pur et simple, sans condition. Mais en fait, d'après vous, pourquoi tant de débauche d'énergie pour un pays quand même qui est pratiquement à genoux? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres priorités pour le président de la République? Ça fait la troisième fois quand même qu'on conteste une révision constitutionnelle au Mali. Évidemment, puisque quand vous regardez un peu, c'est ce que la plateforme elle a développé dans ses interventions, les raisons pour lesquelles elle est contre aujourd'hui. Imaginez un peu, on viole l'article 118, même s'ils ne sont pas jusqu'à présent d'accord avec la violation de cet article au regard de la menace sur l'intégrité du territoire. Puisque le président de la République, dans son intervention, il n'est pas d'accord avec. Le Premier ministre aussi, à sa sortie, lors de l'interview accordée aux journalistes de Africable au RTM, il n'est pas d'accord avec. La Cour constitutionnelle, elle tranche, elle parle d'insécurité résiduelle. Et d'ailleurs, c'est ce qui est choquant. Parce que imaginez un peu pourquoi on n'est pas d'accord. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec l'arrêt de la Cour, parce que je considère que c'est un arrêt politique. À mon avis, c'est un arrêt politique. Et imaginez un peu, on nous demande de rester derrière la décision de la Cour. Certes, évidemment, dans un état de droit, on doit rester derrière une décision de la Cour. Mais le problème est que nous avons constaté ces dernières années, en Afrique ici, les cours constitutionnelles ont toujours été des cours incendiaires. À chaque fois qu'elle donne une décision, ça se solde à un problème, ça se solde à un soulèvement. Parce qu'elle se range derrière un camp. Elle ne fait que défendre le côté de celui qui est au pouvoir. Et aujourd'hui, dans le contexte malien également, c'est ce que nous constatons. On n'a pas besoin d'être un constitutionnaliste pour comprendre que l'intégrité du territoire elle est menacée aujourd'hui. Imaginez un peu ce qui se passe au nord, tout le monde le sait. Et l'autorité de l'État ne s'exerce pas là-bas. On n'a pas l'armée. L'armée n'est pas à Kidal. On n'a pas l'administration. Les écoles sont fermées, mais qu'est-ce qu'ils veulent encore? Qu'est-ce qu'ils veulent? D'accord. Boubacar Yalkouye vient d'intervenir. Mamadou Fofana, alors comment vous pouvez expliquer ces temps de débauche d'énergie quand même de la part des autorités pendant qu'il y a pas mal de choses qui urgent dans le pays? Bon, moi je crois que, vous savez, le retard pris, je le disais sur vos antennes, le président a pris assez de retard pour s'attaquer vraiment à la stabilisation du pays. Il lui a manqué certainement les moyens, ou je ne sais pas. Donc il a voulu rattraper le temps perdu. Mais malheureusement, il a voulu frapper un grand coup, en parlant du Sénat.
que les autorités traditionnelles vont venir parler, on va intégrer les autorités traditionnelles et religieuses et en créant un Sénat. Un Sénat d'ailleurs, de toute façon, qui est très budgétivore. Nous sommes dans un pays qui cherche à s'armer, qui n'a pas les moyens qui n'a pas de moyens pour son armée, qui n'a pas de moyens pour la stabilité du pays, veut créer un Sénat avec 150 sénateurs qui auront peut-être par mois 2 millions de francs CFA. Bon, vraiment, c'est inutile. Et puis, la question majeure, est-ce que le Sénat va permettre la stabilisation, va permettre la mise en œuvre de l'accord? Non. Ces groupes rebelles n'ont aucun intérêt, s'en fichent d'un Sénat. Parce que souvent, ce qui les arrange, c'est le Nord, c'est le trafic de drogue, c'est vraiment tout ce qu'ils font d'illégal là-bas, qui leur rapporte plus gros qu'un Sénat. Donc le problème, moi je crois que si les Maliens étaient conscients qu'avec le Sénat, la guerre allait cesser, l'administration allait retourner à Kidal, tout. Parce que le Sénat n'est même pas une revendication de ces gens. Vous me permettez d'utiliser l'expression de ces gens. Parce que tout ce qui s'oppose aujourd'hui à l'accord, moi je crois que c'est des gens qui veulent la partition du pays et qui veulent que cette crise perdure indéfiniment. Parce que c'est ça la question. Donc le président, sa sortie, puis certainement, je pense que la communication n'a pas été très bien. Sinon, tout le monde s'attendait à ce qu'il sorte. Je crois qu'on attendait son intervention, mais comme tu as dit, franchement, il est passé un peu à côté. Okay. On va rester toujours sur la question. Les responsables de la plateforme Ante Abana se disent surpris par cette déclaration du président de la République. La plateforme campe sur sa position et demande le retrait pur et simple du projet. Parce que selon Thierry Dramé, membre de la plateforme, cette déclaration ne contribue pas à l'apaisement du pays. Alors, M. Konaté, à présent, quel enjeu pour la tenue de la révision constitutionnelle pour chacun? Bon, là, moi, je ne pense même pas que l'on doit se mettre dans des logiques d'enjeu. C'est-à-dire que ce qui est là aujourd'hui, la réalité de notre pays fait qu'aujourd'hui, en tout cas, tout le monde est d'accord qu'on n'a plus besoin d'en ajouter à la surenchère. Notre pays, ce pays est tellement fragile qu'il serait bon que les uns et les autres mettent de l'eau dans leur vin et qu'on en arrive à un semblant quand même de stabilisation. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Parce que quand vous prenez la sortie du président de la République, l'alcool l'a dit, cette sortie aurait été, comment dirais-je, idoine si elle avait permis de trancher le débat. Si le président avait dit, OK, nous partons pour le référendum, il n'y a rien à faire, je suis campé. Donc, ce qui aurait vouloir dire que les négociations qui sont en cours seraient sans objet. Ou alors le président dit, OK, je sursois à la tenue du référendum. C'est-à-dire que cette sortie devait se faire avec une décision vraiment tranchée pour dire, voilà, la position du président de la République. Mais ça n'a pas été le cas. Donc on continue comme si on était dans une situation de maintenir le suspense. Ça n'a pas d'objet et ce n'est pas utile pour notre pays. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où le processus de paix aujourd'hui qui semble être le leitmotiv pour expliquer un peu l'urgence de la révision constitutionnelle est en panne. Et tout le monde le sait, tout le monde sait pourquoi ce processus-là est en panne. Parce que les différentes étapes n'ont pas été respectées et le DDR est toujours, entre parenthèses, et donc le processus est bloqué. Donc pour ce qui est du camp du camp Ante Abana et selon les dernières évolutions, moi je pense que lancer par exemple un ultimatum au président de la République est quand même une erreur. Ça il faut le reconnaître. Il n'aurait jamais dû lancer cet ultimatum au président de la République. Pour moi, à mon entendement, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas en train de prendre d'initiative par rapport à la tenue de cette réforme constitutionnelle. C'est le président de la République qui a initié la réforme constitutionnelle, qui est celui qui porte le projet. Et c'est maintenant une large majorité de la société, quoi que l'on dise, la grande majorité de la société malienne aujourd'hui, sans statistiques officielles, n'est-ce pas, vous faites aujourd'hui et vous vous amusez à faire, un sondage sur le terrain, vous serez surpris par l'ampleur du non. Donc si nous sommes dans une telle situation, il n'est pas vraiment, on ne peut pas ignorer la voix du non.
Ce serait suicidaire de penser que ceux qui sont, comment dirais-je, dans cette dynamique du non-là, sont, comment dirais-je, des renégats, des antipatriotes. Non. C'est des véritables Maliens qui sont là et qui pensent que, de ce que j'ai entendu de la bouche de la plupart des responsables du non, de la plateforme du non, ils ne sont pas contre la tenue du référendum en tant que tel. Mais ils se disent que ce n'est pas le moment de tenir un tel référendum dans la forme. Et ensuite, le timing choisi pour eux n'est pas, comment dirais-je, adapté. Et aussi que dans le fond, il faudrait peut-être qu'un certain nombre d'amendements soient apportés à ces textes-là pour qu'il adhère, comment dirais-je, l'adhésion de l'ensemble, en tout cas d'une grande majorité de la population pour que les projets soient portés. C'est ça la question et c'est ça le débat. Donc il ne faudrait pas penser que ceux qui sont contre le projet ne sont pas des Maliens, ils sont ou qu'ils sont animés d'autres intentions. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Alors, retour sur ce plateau avec nos invités, Boubacar Yalkouye du journal Le Pays, Mamadou Fofana du journal L'Indépendant et Youba Konaté du journal Zénith Balé pour le Forum de la presse. Alors, monsieur Yalkouye, alors, on a dit que la plateforme Ante à Banane n'a pas pris l'initiative. Alors, quelle alternative ils peuvent donner pour adapter, par exemple, l'accord à la Constitution comme palliatif? Oui, aujourd'hui, suite aux différentes inquiétudes soulevées par ce camp qui est opposé au projet référendaire aujourd'hui, la dernière alternative que M. Youba vient de soulever, qui a d'ailleurs été prise hier, qui est d'aller vers un ultimatum. Il y a un constitutionnaliste lors de la rencontre hier qui a été très clair, Dr Fomba a clairement dit que c'est aussi une étape qui est prévue, c'est aussi un droit républicain qui est reconnu par la constitution malienne et que la plateforme usera de tous les droits que la constitution lui offre pour atteindre ses objectifs. Et aujourd'hui, l'ultimatum, c'est dans ce sens. Et juste après, l'ultimatum, c'est prévu jusqu'au 15. Et le 15, à partir des horaires déjà, ils sont dans le 15 août, ils sont dans la dynamique d'aller vers la désobéissance civile qui est aussi un droit constitutionnel prévu par l'article 121. C'est très clair. Et aujourd'hui également, ce qui est aberrant et écœurant dans cette affaire, c'est de voir le président de la République sortir et traiter un camp d'antinationalistes. C'est très très dangereux. En tant que père de famille, en tant que président de la République, chef suprême de l'État, normalement le président de la République, il devait s'inscrire dans la logique de trouver un point de rassemblement des Maliens. Mais il n'est pas dans cette optique aujourd'hui. Quelle qu'en soit la position du camp du non, ce sont des Maliens avant tout. Ils ont le plein droit, c'est la Constitution également qui leur donne aussi cette possibilité de s'exprimer à l'encontre de l'avis du président de la République. Mais il faut aussi les écouter. Pourquoi être insensible? Et il a fallu que la date de l'ultimatum soit lancée pour que la présidence appelle sur le champ le camp du non. À travers Amadou Thiam l'a clairement dit hier. Mais pourquoi attendre? Depuis combien de temps la plateforme cherchait à rencontrer le président de la République? Mais ils n'ont jamais reçu un écho favorable par rapport à ça. Donc cela sous-entend que le président de la République n'entend que la force. C'est ce que ça veut dire. D'accord. Mamadou Fofana, donc rapidement, à quoi peut-on s'attendre à présent? Bon, moi je crois que franchement, ce que je n'ai pas compris dès le début, c'est que le président de la République n'a pas laissé le gouvernement gérer cette situation et lui-même se poser en arbitre. C'est ça le problème. Il est parti, je ne sais pas, on a dit, c'est vrai, c'est un projet présidentiel, mais le président a l'initiative de cette révision, mais je pense que l'erreur fondamentale, ça a été que le président même soit descendu sur le terrain. C'est pas donc pour vraiment... livrer, c'est sa position. Parce que, comme a dit Yalkouye, moi je crois que là, le président devait rester comme étant le père de la nation, l'arbitre final.
Donc le gouvernement allait se tirailler avec la plateforme. Et après, le président appelle, il dit, bon, j'ai écouté l'ensemble, j'ai écouté le camp du oui, du non. Parce que aujourd'hui, le président s'est mis dans un carcan. Donc il éprouve d'énormes difficultés à revenir sur sur ce référendum. C'est ça le problème. Donc c'est un homme aujourd'hui, moi je crois qu'il est un peu dos au mur, parce que face à l'ultimatum lancé par la plateforme, je crois qu'il n'aura pas d'autre choix que de retirer son projet. Ok, merci. Alors, le deuxième sujet à présent, le jugement d'Aliou Mohamed Touré, ancien juge du Moujao, a été renvoyé au 18 août prochain. Un renvoi à la demande du parquet et de l'AMDH pour permettre la comparution des témoins de la partie civile. Alors, nous allons écouter dans un premier temps l'avocat de Aliou Mohamed. Le procès il va se dérouler comme tous les autres procès. Quand on va rentrer en salle, la parole sera donnée au greffier. On va vérifier l'identité d'Aliou Mohamed Touré. Après sa vérification, le greffier va lire l'arrêt de renvoi. Le président va lui poser la question de savoir s'il reconnaissait oui ou non les faits tels que décrits par l'arrêt de renvoi. Il va répondre par la négative ou l'affirmative. Après, les questions vont être posées. Les faits pour lesquels les poursuivis sont des faits qui nécessitent une composition particulière. Dans le cas de terrorisme, ce sont que des magistrats professionnels qui vont monter. Il est poursuivi pour terrorisme, atteinte à la sûreté intérieure de l'État, détention illégale d'armes de guerre, quel autre crime encore, trahison et complicité de trahison. Aliou Mohamed, tout ce que moi je lui reproche personnellement, c'est sa naïveté, c'est d'avoir accepté se mettre devant les médias et revendiquer peut-être des actes qu'il n'a même pas commis. Alors, la partie civile n'est pas prête et c'est la défense qui est pressée quand même d'aller droit dans le débat. Alors, que faut-il retenir quand même de ce premier round qui a tout de même été de courte durée, M. Fofana? Bon, moi, je n'ai pas particulièrement suivi ce procès, mais ce que je peux dire, c'est que je regrette le fait que ça soit lui seul. Parce qu'en réalité, quand on voit dans d'autres pays où il y a des crimes de telle nature, je crois que c'est une centaine de personnes qui devraient être à la barre. Parce qu'il ne faut pas... Peut-être lui, il vient comme... bon, je ne sais pas quoi. C'est qu'on couteau même. Parce que dans tous les cas, il y a des commanditaires, il y a beaucoup de gens. On n'arrive pas à mettre la main sur ces personnes-là. Ça, c'est un peu explique aussi la faiblesse de l'État. Parce qu'un État de droit, ça doit être de chaque côté. Quand le président dit non, c'est mon initiative, le projet de révision on va faire. Mais là, d'autres qui ont été violés, massacrés, tués, vraiment aussi attendre le même État, que le même État fasse le même effort à rechercher les criminels et aller... Pour moi, donc il devait avoir une cinquantaine d'individus comme ce monsieur qui devait être à la barre. Parce qu'on est en train de vraiment donner assez d'importance à ce truc alors que demain après-demain, c'est pas que j'ai quelque chose. Bon, je reproche particulièrement des choses à la justice, mais je crois qu'au finish, nous serons très déçus par ce procès aussi. Parce que moi, je suppose. Ok, Youba Konaté. Alors, faut-il craindre un dilatoire, surtout quand on pense, par exemple, au procès Amadou Aya Sanoko? Est-ce qu'on va aller vers des reports qui ne se terminent pas? Ouais, ça c'est pas un scénario à exclure. Maintenant, c'est pas forcément le même contexte. Ce que moi j'ai dit par rapport à cette situation au jugement d'Aliou, bon, Aliou va certainement être le seul à payer dans cette situation parce que c'est sûr que lui, il n'a personne derrière lui, puisque son mouvement en tant que tel aussi aujourd'hui, bon, n'existe pas, tout ça. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que vous prenez les citoyens lambda, c'est-à-dire les Maliens qui ont été victimes de cette situation. Ils sont à l'écoute, c'est vrai. Mais ce procès ne dit rien à l'opinion de façon générale. Parce que les gens pensent que c'est un faux débat, en réalité. Parce que quand vous prenez la situation que le nord de notre pays a vécu, une occupation pendant plus d'un an, les gens, un État qui même fantomatique avait été installé avec un certain nombre, comment dirais-je, d'embryons de fonctionnement, tout. Mais vous n'allez pas nous dire que pendant toute cette année, parmi tous ces lots de personnes, des personnes qui ont commis des exactions dans le nord du pays, c'est ce seul monsieur qu'on a pris et qu'on va juger. Bon, c'est vrai, la justice c'est souvent aussi des symboles. C'est bon d'en faire avec les symboles, mais moi je pense que, comme l'a dit Fofana, on aurait pu aller au-delà, c'est-à-dire que l'État aurait pu faire un peu plus d'efforts pour que Aliou soit jugé avec un certain nombre
de complices quand même, ça aurait donné un peu plus de sens à ce jugement, parce que véritablement ça intéresse les Maliens, parce que les victimes d'Aliou sont encore à Gao, sont à Ménaka, sont dans les régions du Nord. Donc ces gens-là sont pressés de le voir, et leur expliquer pourquoi il en est arrivé à de telles exactions les concernant. Mais au-delà de ça, moi je ne pense pas que ce procès intéresse trop les Maliens. Alors, Boubacar Yalkoui, est-ce qu'il est possible d'établir un parallèle entre ces deux procès, le procès Aliou Mohamed et celui de Amadou Aya Sanogo? Oui, bon, moi je ne les place pas dans le même contexte, en ce sens que même si tout est passé presque dans la même période, parce que le coup d'État, c'est ce qui a aussi fait que on avait perdu le contrôle aussi du Nord, et l'installation de ces criminels sous plusieurs identités. Mais particulièrement concernant le cas de ce monsieur Touré aujourd'hui, qui était engagé au nom du Moujao dans les années 2012 à Gao, et pris après fin 2013, je pense que c'est une bonne chose à mon avis qu'on aille vers ce jugement, même si il y a des réserves à faire au regard du fait que l'État malien n'a pas pu mettre la main sur d'autres qui sont considérés comme les cerveaux de tous ces maux qui ont vraiment gangréné le Nord à un moment donné. Excusez, qui sont dans les hôtels 5 étoiles à Bamako. Effectivement, je vais venir. Vous imaginez un peu. Et puis également, aujourd'hui, ça va quand même permettre à ces victimes d'avoir un minimum de confiance envers l'État malien. Parce que quand on ne fait absolument rien, le monsieur il est arrêté, il n'est pas jugé, parce qu'il y a d'autres raisons, ça risquerait aussi de faire en sorte que les victimes aient un regard douté envers l'État. Et ça, c'est un peu dangereux. Et d'ailleurs, les victimes n'étaient pas la raison pour laquelle ça a été renvoyé, mais l'avocat de la partie civile, Maître Mariko, nous a dit ce jour qu'elles sont en route pour Bamako. Elles seront là bientôt. Mais moi, à mon avis, il faut aller au-delà de ça, parce que ceux qui étaient engagés au nom de ces groupes criminels au nord du Mali, ces gens-là sont connus. Ils se sont fondus après, quand l'État a fait appel à ceux qui opéraient dans le nord, ceux qui sont pour comment on appelle la laïcité, et qui considèrent le Mali comme indivisible, de regagner le camp pour l'accord de paix. Maintenant, il y a quelques-uns de ces individus-là qui se sont fondus dans les différents groupes comme MAA, HEA et autres, etc. Oui, ils sont connus, ils sont à Bamako ici, comme le grand frère l'a si bien dit. Mais moi, je souhaiterais que l'État parte au-delà de ce monsieur-là. Okay. Ils sont connus et je ne sais pas certainement si l'État a d'autres intérêts de les laisser aujourd'hui pour raison peut-être de la fragilité de la situation, au regard également de leur implication dans le processus de l'accord aujourd'hui. Parce que c'est des gens aussi, il faut comprendre qu'ils ne sont pas seuls. Certainement, ils sont là, mais ils ont aussi des soutiens que je considérerais d'ailleurs comme des soutiens internationaux qui font qu'ils pèsent lourd dans le processus aujourd'hui. Mais il faut lever le voile. Ok, d'accord. On va rester toujours dans le même cadre, à savoir que la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, attendue au Mali le mois prochain. Alors, elle viendra enquêter sur des graves violations des droits humains qui sont commises dans le pays. Alors, M. Fofana, à l'heure où des pays africains cherchent à quitter la CPI, comment expliquer cet amour de notre pays pour cette juridiction ? Bon, moi je crois qu'il faut que le Mali reste membre de la CPI. Parce qu'en réalité, nous, on a un État très fragile, qui, comme on vient de le dire d'ailleurs, qui n'a pu attraper qu'un seul individu, un seul viol. Mais justement, est-ce que le cas Mohamed Aliou va l'intéresser ? Bon, ça doit intéresser la CPI. Je crois que la CPI, ce n'est pas seulement pour les crimes du Nord. Il y a le coup d'État, il y a tout ce qui a... Je crois qu'il y a le dossier Sanogo aussi. La CPI a ce dossier. Je crois qu'à un moment même, la CPI voulait envoyer même comme un représentant spécial au Mali, je crois, si mes informations sont bonnes. Mais je crois que peut-être même que le Mali n'est pas très même pressé de voir la CPI dans nos murs. Je ne sais pas. J'ai cette impression, peut-être je me trompe, mais je crois quand même que son arrivée, l'arrivée de la procureure de la CPI, ça va vraiment, c'est une bonne nouvelle, une bonne information. Je crois que pour toutes les violations
Parce qu'en réalité, il faut traîner plein de gens devant la CPI. Moi, je préfère cela que de les exhiber devant les tribunaux maliens où on va perdre du temps. Après, on va les échanger. Je ne sais pas où on va apprendre on les a fait, on a attaqué la prison, on les a fait libérer, des choses comme ça. Donc, bienvenue à la CPI. Ou bien bienvenue à la CPI au Mali, moi je crois. Un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Hier matin, aux environs de 9h, un sergent de police du nom d'Aboubacar Konaté a eu des altercations avec 2 usagers de la route. Le policier a été violemment tabassé par le public. Il est pour le moment dans le coma et sera entendu dès qu'il se sera rétabli afin qu'il donne sa version des faits. Alors nous allons écouter ce papier de la rédaction de Tamani. Selon le ministère de la Sécurité, le sergent de police aurait tenté d'obtenir le numéro de téléphone d'une dame en pleine circulation qui aurait refusé. Face à ce refus, le policier l'aurait accablé d'injures. C'est en ce moment que cette dame et son neveu l'ont poursuivi pour qu'il leur donne les raisons des injures. Les échanges ayant dégénéré, une foule de curieux a vite convergé vers le lieu de l'incident. Pour ainsi échapper à un lynchage potentiel, le sergent Aboubacar Konaté s'est vite dégagé de la foule en tirant des coups de feu qui ont blessé le neveu de la femme en question. Dans sa fuite, le policier a également assommé un gardien voulant l'arrêter avec la crosse de son arme. Le sergent de police a été finalement rattrapé et violemment tabassé par la foule. Les blessés ont été admis aux urgences de l'hôpital Gabriel Touré. Le sergent Aboubacar Konaté est pour le moment dans le coma et sera attendu dès qu'il sera rétabli afin qu'il donne également sa version des faits. La direction générale de la police nationale rassure la population que toutes les dispositions seront prises pour faire la lumière sur cet incident. Youba Konaté. Alors, est-ce que c'est une légitime défense ou la justice populaire qui s'est fait entendre? Oui, la justice populaire qui s'exprime à l'égard des porteurs d'uniformes. Vous imaginez, nous sommes dans un cas assez symptomatique de la faiblesse véritablement de l'État et des institutions de la République. C'est très grave. Et ce qui nous amène à poser la question, aujourd'hui, vous savez que l'ensemble des agents de police de notre pays ont été dotés en armes individuelles. Ça pose des... Parce que oui, c'est l'arme qui est ici à la base de l'altercation. Parce que si, imagine un seul instant, si le policier n'avait pas usé de son arme, de ce qu'on a dit en tout cas jusque-là, les informations que nous disposons, si le policier n'avait pas fait usage de son arme pour intimider la foule, est-ce que le scénario aurait véritablement allait être ce qu'il a été? Non, moi je ne pense pas. Donc, ça pose la question de la sécurité des armes individuelles qui ont été donné aux agents parce que quand vous connaissez un peu le fonctionnement de notre pays, nous sommes tous maliens, on se connaît entre nous ici, quand vous prenez comment fonctionnent les choses ici à l'approximatif, doter l'ensemble des forces des agents de police d'armes individuelles est une très bonne chose. Ça participe certainement de la sécurisation du pays et aussi du renforcement des capacités de ces agents-là. Mais quand vous connaissez aussi le fonctionnement et le contrôle qui doit suivre systématiquement ces armes individuelles-là, moi je pense que ça pose des questions et on se pose des questions. C'est véritablement symptomatique et c'est caractériel de ce qui se pose, de la faiblesse de notre pays et des systèmes, de l'ensemble de ceux qui gouvernent ce pays-là aujourd'hui. Alors, Mamadou Fofana, que pensez-vous de ces cas précis? Légitime défense ou justice populaire? Bon, vous savez, c'est un cas très triste parce qu'en réalité, moi je crois qu'on doit du respect aux porteurs d'uniforme. Les porteurs d'uniforme aussi doivent du respect à la population. Je vois très mal un policier qui est là pour sa mission. Certainement, il a oublié sa mission. Sinon, je pense que ce n'est pas la bonne méthode. Franchement, je pense que cette justice populaire aussi qui est en train de se répandre est une très mauvaise chose. C'est des souvenirs douloureux pour notre pays. Bon, moi, je crois quand même que, encore, comme a dit mon petit frère, si ça s'adresse à un porteur d'uniforme, je crois que, franchement, moi, j'ai du grand respect pour le porteur d'uniforme, pour l'uniforme, quel que soit le comportement. Moi, je crois, franchement, c'est une situation qui a dérapé. Sinon, ça ne devait pas en arriver là. Parce que le respect, je crois, franchement, fondamentalement, j'ai ce message vraiment, moi, je crois.
et respectons les porteurs d'uniforme. Quelles que soient les erreurs qu'ils peuvent commettre, c'est la population d'ailleurs qui doit les protéger. Parce que là, c'est un cas très franchement, je pense que c'est un incident. C'est difficile d'expliquer comment ça a pu en arriver à ça là. On a vu les vidéos sur les réseaux sociaux, des gens à peine des briques veulent fracasser sa tête. Bon, moi je crois franchement c'est regrettable. Je ne pense pas que nous ayons besoin de ça dans nos sociétés. Moi je crois que tout citoyen a besoin du respect. Le dialogue peut tout résoudre. Si quelqu'un avait eu le temps de dire écoutez, bon vraiment, je crois que franchement c'est un incident très très regrettable. Ok. Boubacar Yalkoui, est-ce que on peut en tirer une leçon? Évidemment, moi je dirais même deux d'ailleurs. La première, elle est la suivante d'ailleurs. Le communiqué du ministère de la Direction générale de la police qui a été publié sur le site de la page du ministère, au fait, quand on lit un peu comment les événements se sont passés, moi je doute d'ailleurs du contenu de ce message-là, au fait, parce qu'il y a d'autres informations qui ont fuité avant ça. Et également, les policiers, comme le grand frère l'a si bien dit, les policiers imaginés à la circulation ou bien dans un endroit comme la CI 2000, ça sous-entend qu'il n'était même pas à son poste. Il y a cette question à se poser. Et comment se fait-il que pour quelle raison le fait de demander tout simplement le numéro de quelqu'un et que ce dernier refuse, tu en fasses un problème, jusqu'à aller porter atteinte ou bien insulter la personne? C'est grossier de sa part. Ça sous-entend qu'il y a un côté, je dirais bien entre guillemets, de mal élevé. À mon avis. Sinon, un porteur d'uniforme ne doit quand même pas aller insulter un citoyen que tu es censé protéger. C'est inadmissible de 1. D'ailleurs, ça doit aussi également être un message de la part de la Direction générale de la police et également du ministère de tutelle. Qu'ils songent également, puisque le problème est que les recrutements, tout le monde sait comment les recrutements se font au Mali ici. On recrute n'importe quel genre d'individu sans en réalité faire une enquête de moralité, sans essayer de faire avoir un regard sur le parcours de ces gens-là. C'est ce qui nous conduit vers ça. Et c'est vraiment regrettable. Et moi, je me rappelle très bien, il n'y a même pas plus tard, une semaine, à Kalabankoro, juste à quelques mètres seulement de chez madame le gouverneur, à 6h du matin, il y a 2 jeunes qui sont venus, ils sont habillés en tenue policière. Ils sont venus avec des armes. Ils sont venus braquer quelqu'un dans sa cour et ils sont partis avec sa moto. Ça s'est fait il n'y a même pas une semaine. Sont-ils des policiers ou pas? On ne le sait pas. Mais ils étaient quand même habillés en tenue policière. Donc ça veut dire que vraiment il y a ce côté qu'il faut revoir. Il faudrait qu'on songe à cela. Ceux qui sont les enfants qui sont recrutés, il faut tenir compte vraiment de leur moralité et également leur inculquer aussi la façon de se comporter envers la population. Mais ce que je regrette également, c'est le fait que les citoyens aujourd'hui décident de se rendre justice. C'est très très dangereux quand on regarde, comme le grand frère l'a si bien, quand on regarde les images, vraiment ça choque, c'est trop choquant. En fait, il faut vraiment que la population songe à cela également. Si un individu pose un acte et de surcroît un porteur d'uniforme, il y a d'autres formes vraiment de régler ce problème que de procéder à des comportements de ce genre qui ne riment même pas avec nos valeurs sociétales. Ok, on va aller rapidement avec le 4e sujet qui concerne l'enrôlement des enfants soldats par les troupes, les groupes armés dénoncés par la ministre. Alors ce matin quand même nous avons tenté de joindre l'un et l'autre groupe. Voilà que la SEMA s'est prononcée, mais le Gatia, notre tentative a été vaine. Alors nous allons écouter la réaction de Ilad Ag Mahmoud de la SEMA. La SEMA, lors des derniers combats contre les Gatia, a fait des prisonniers. Et parmi les prisonniers, il s'est avéré qu'il y a des enfants mineurs qui ont été détectés par la division droits de l'homme de la MINUSMA. Et au jour d'aujourd'hui, on est en train de prendre les dispositions pour les libérer afin que la MINUSMA les remette à l'UNICEF avant qu'ils ne rentrent dans leur famille. C'est des enfants mineurs qu'on a pris lors des combats contre les Gatia, tout simplement. C'est entre 8 et 9, je crois. Je
sais pas la situation exacte. Ce qui est regrettable, c'est que parmi ceux qu'on doit libérer aujourd'hui, il y a un qui avait été arrêté bien avant, depuis 2016, qu'on avait remis à l'aménagement. Et ça, c'est regrettable. Et il faudrait que les familles prennent les dispositions pour garder les enfants et trouver les moyens de les empêcher d'aller dans des aventures meurtrières. Alors, Mamadou Fofana, nous savons que cette affirmation de la présence des enfants soldats a été maintes et maintes fois affirmée et maintes fois contestée par les deux groupes. Est-ce que cette fois-ci, il faut espérer quand même à une suite pour que la situation puisse changer? Bon, vous savez, moi je suis très triste parce qu'en réalité, quand on parle de groupe armé, moi je suis très déçu, quoi. Parce que, vous voyez, même l'enrôlement des adultes dans les groupes armés, moi je pense que ça prouve encore que le processus, on a fait 2 pas en arrière. Parce qu'en réalité, donc les enfants, vous savez, je ne sais pas comment mettre fin à ça. Notre pays va ressembler peut-être dans un an encore à des pays que je ne voulais pas citer ici, mais je crois que c'est très triste. Parce que les enfants sont là, vous savez c'est quoi? Tu sais, une armée, entre griffes, l'armée de ces gens-là, les groupes armés, il y a toutes sortes de choses. Il y a les porteurs de bagages, il y a tout. Il y a ceux qui tirent, il y a ceux qui préparent, il y a ceux qui... Donc je crois que les enfants vont se retrouver au cœur de ça, surtout qu'ils donnent de l'argent. Mais quand on annonce qu'il y a des enfants qui ont été remis à l'UNICEF et qui viennent se retrouver encore au milieu de... Non, mais qu'est-ce qui pousse les enfants? C'est le désœuvrement, ce n'est pas des enfants qui fréquentent les écoles. Les écoles sont fermées. Que peuvent faire les enfants? C'est-à-dire, s'ils cherchent, c'est des enfants souvent qui n'ont rien à faire. Ils n'ont pas d'argent, même souvent pour se nourrir. Je ne veux pas justifier, mais toujours, c'est la responsabilité de l'État de protéger l'enfance. Sinon, si on sentit un groupe armé de ne pas utiliser ces enfants, je crois qu'on perd notre temps. Ils vont toujours continuer à les choisir. Le problème même, il faut que le terme groupe armé, là, franchement, qu'on puisse l'éradiquer. Alors, Youba Konaté, quel impact désormais sur la poursuite de la mise en œuvre de l'accord de paix? Le fait que cette fois-ci, en tout cas, la MINUSMA s'est prononcée et le Gatia n'a pas voulu se prononcer. Malheureusement, c'est la SEMA quand même qui annonce qu'ils ont des preuves. Oui, non, ça c'est clair. Ça c'est parce que la SEMA est aujourd'hui dans une position de victoire. Et c'est sûr que la SEMA, elle aussi, utilise ça, c'est des notoriétés publiques, utilise les enfants, tous les groupes armés de notre pays. Et ce n'est pas aujourd'hui que c'est connu. C'est la SEMA qui affirme que c'est le Gatia qui a en son sein des enfants soldats. Non, ça c'est vraiment, ça tout le monde sait que tout le monde utilise les enfants. Et ce n'est pas comment dirais-je, propre au Mali. Dans toutes les guerres, les enfants sont, comment dirais-je, des soldats très redoutables. C'est pourquoi les gens les utilisent, parce que l'inconscience est là. Ils n'ont pas forcément conscience des dangers qui sont en jeu. Et donc, forcément, c'est des gens qui sont très efficaces sur les terrains des opérations. C'est pourquoi les groupes armés les utilisent. Et je pense que, comme l'a dit le grand frère, je pense que cette histoire aussi d'utilisation des enfants soldats pose le problème global de la sortie des crises. Il faut qu'on sorte de la crise, c'est ça la réalité de la chose. Il faut qu'on aille, qu'on reprenne le processus aujourd'hui, qu'on aille au DDR, qu'on désarme et qu'on commence à... Parce que tout le problème aujourd'hui, c'est parce que les différentes étapes du processus d'Alger n'ont pas été respectées. Parce que 2 ans après la signature de l'accord, on se retrouve encore à un affrontement entre les groupes armés. C'est parce que ces groupes armés continuent à disposer de leurs armes. Selon le planning qui avait été proposé par le processus d'Alger, si ces plannings n'avaient été respectés, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ça voudrait dire que normalement, on était déjà au DDR et au désarmement. Donc, les groupes n'allaient pas pouvoir s'affronter parce qu'entre-temps, ils n'auraient pas disposé des armes pour pouvoir faire la guerre entre eux. Alors, M. Fofana, rapidement, en quelques secondes, quel impact quand même cela va faire pour la poursuite de l'application de l'accord pour la paix? Bon, moi je crois que c'est un élément capital, comme je le disais, parce que l'enfance, vraiment, nous devons protéger les enfants. Que ce soit les enfants du Nord, tous les enfants du Mali, on doit les protéger. Je crois que c'est l'un des rôles les plus régalés d'un État. Donc moi je crois que c'est très triste de voir que des enfants se battent. Mais tant que, comme a dit le petit frère, tant qu'on ne va pas appliquer l'accord, les enfants soldats, mais comme il a dit, les enfants sont les plus braves entre griffes, et puis c'est des gens qui sont utilisés à tous les niveaux par les groupes armés, pour faire la cuisine, pour transporter, pour faire la guerre. Donc malheureusement, il faut que
c'est des localités où les écoles sont fermées et c'est triste. Moi, je crois que les enfants doivent revenir à l'école vraiment et passer leur enfance comme tous les enfants comme tel est le souhait pour tous les enfants du Mali. D'accord, nous disons merci à nos invités, Boubacar Yalkouye du journal Le Pays, Mamadou Fofana du journal L'Indépendant, Youba Konaté du journal Zénith Balé. Nous sommes donc au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur notre site www.studiotamani.org. Cette émission et toutes les autres. Posez-nous vos questions et également sur notre répondeur au 75 84 11 11 et 75 84 12 12. Cette émission a été réalisée par Ibrahima Haran Diallo. Elle est mise en onde par Sedoumbo. La régie vidéo est assurée par Mamadou Ouattara et moi-même Aliou Sidibé à la présentation. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.